normal que la fête porte le nom d'Esther, finalement, et que le parchemin, c'est au nom d'Esther, parce que c'est vraiment grâce à son analyse psychologique des gens qui sont autour d'elle qu'elle a réussi ce qu'elle a réussi. Et nous continuons à fêter Purim, puisque c'est aujourd'hui Purim à Jérusalem, Shushan Purim. Donc on va souhaiter Purim Sameach au Rav Eli Kling. Shalom, shalom. Shalom, Purim Sameach aux Jérusalemites. Voilà. On continue donc à fêter Purim, et c'est l'occasion pour nous de parler de cette fête de Purim. Et plus exactement, on va parler des personnages, ou moins d'un personnage ou d'une personnage, je ne sais pas comment on dit, de cette Megillah de Purim. On va parler d'Esther. Oui, parce que la vérité, c'est que plus on relit cette Megillah, et plus on se dit que Esther, elle a quand même risqué gros, quoi. Je ne parle pas d'elle-même, elle a risqué sa vie, et ça on le sait, mais on ne comprend pas très bien son attitude, parce que, bon, c'est un dictateur, hein, Achashverosh, c'est le Poutine perse de l'époque. Bon, avec des Poutines, on ne sait jamais comment Hollande peut réagir. Et donc, c'est pour ça qu'elle a très peur. Oui. Évidemment, c'est prévu que si jamais quelqu'un vient et qu'il n'a pas été invité, le dictateur peut très bien tendre le sceptre, et à ce moment-là, la loi qui dit que si tu viens sans être invité, tu dois mourir, eh bien, elle est annulée ou elle est repoussée, etc. Bon, seulement, on va savoir dans quel état d'esprit il s'est levé ce matin, quoi. Est-ce qu'il est sympa, est-ce qu'il n'est pas sympa, est-ce qu'il est bien disposé? Et donc, on a tous très peur avec elle, quoi. Et puis, elle rentre devant Achashverosh, et là, il lui dit des trucs, je sais pas, il ne peut pas être mieux disposé que ça. Il lui dit, mais que veux-tu, Esther Amalka, jusqu'à la moitié de mon royaume, je suis prêt à te donner. Ouais, c'est vrai que ça paraît pas très véridique quand on lit ça. On dirait que c'est quand même assez stupéfiant qu'il propose la moitié de son royaume à la reine Esther. Ouais, alors est-ce qu'il pensait vraiment à la moitié de son royaume, c'est une façon de parler. En tout cas, certainement, il doit être, comme il le dira lui-même, ça fait déjà quelque temps que Esther n'a pas été convoquée, et donc il doit se dire, je sais pas, dans sa tête de macho, comme ça, il doit se dire, elle a quand même envie de me revoir, ça fait un petit peu long, donc il a dû être flatté par tout ça, parce que quand même, elle risque sa vie, il le sait qu'elle risque sa vie, donc évidemment, il lui dit, vas-y, parle, dis-moi ce que tu veux. Et là, bizarrement, elle lui dit, tu sais quoi, j'ai préparé un festin ce soir à la maison, un petit dîner, comme ça, un grand dîner, puis tu viens, et puis après, on en parle. Mais c'est jouer avec le feu, ça. Mais pourquoi elle n'a pas dit directement, on veut me tuer? Eh bien, essaye de me protéger, parce que moi et mon peuple, on va y passer. Parce qu'elle dit le lendemain soir. Mais non, elle ne dit pas. Elle attend quoi? Elle attend qu'ils soient encore mieux disposés. Mais on ne peut pas être mieux disposé que ça, a priori. Et puis, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, d'accord, elle a de la chance, quoi. Il ne s'est pas énervé, il dit d'accord. Et le soir même, donc, il arrive à ce fameux mixté avec Aman, parce que lui aussi a été invité. Bah oui, Aman. Et là, il est vraiment très, très curieux, parce que vous comprenez, qu'est-ce que Aman fait dans l'histoire? Ou bien c'est un repas intime, sympathique, romantique. Alors, Aman n'a rien à faire là. Ou bien elle veut quelque chose de politique. Mais alors, à ce moment-là, quel rapport avec Esther? Depuis quand Esther fait peut-être de la politique, quoi? Enfin, je suppose, je me mets à sa place, je suppose qu'il est très, très curieux. Agacé sans doute un petit peu qu'on joue un petit peu avec ses nerfs, parce qu'on aurait pu lui dire tout à l'heure, non, mais on le fait venir. Bon, d'accord, ok, très bien. Alors, il parle, et pendant ce fameux festin ou ce fameux repas, il lui dit, bon, alors, ok, alors, dis-moi maintenant, je suis toujours disposé. Comme ça, il lui dit il lui redit encore une fois, jusqu'à la moitié du royaume, je peux te donner. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, Shelati ou Vakashati. Si tu veux savoir ma requête, ma demande, et là, j'imagine la tête d'Achashverosh, nous, alors, et elle dit, eh bien, la sorte est Shelati, s'il s'agit vraiment de répondre à cette demande, alors, Im ala melech tov, si le roi est bien disposé, non, mais crache-le déjà. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bien, ça serait une bonne chose que tu reviennes demain soir. Et là, je te dirai ce que j'ai à te dire. Là, elle joue vraiment avec les nerfs de Achashverosh. Ben oui, mais on ne joue pas avec les nerfs. C'est comme ça, tu ne sais jamais comment il va réagir. Enfin, je ne sais pas. Même un type normal, il serait déjà agacé. Mais alors,
Et on se pose la question, on dit, mais qu'est-ce qu'elle attend? Mais qu'est-ce qu'elle attend? Et puis, est-ce que demain soir, elle va le dire finalement, ou bien repousser à après-demain soir? Et en fait, en deux mots, Esther joue avec la psychologie d'Achashverosh, qu'elle connaît bien sûr. Achashverosh, comme le premier chapitre de la Megillah nous le montre, c'est le premier chapitre de la Megillah, on a toujours un petit peu l'impression que c'est un chapitre en faux. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous raconter, combien de vers, et quelle couleur étaient les vers, et quelle couleur étaient les lits, et combien de journées il a fait son festin avec un tel, puis avec les ministres, puis après avec le peuple. Je sais pas, ça appartient à l'histoire des Perses et à la culture perse, mais quel rapport avec le Tanar, quoi? Bon, d'accord, on avait besoin de savoir qu'il avait besoin d'Esther, il voulait une reine, etc. Bon, on n'avait qu'à dire simplement, et le roi Achashverosh, qui régnait sur 127 provinces, avait besoin d'une reine, et voilà, il faut commencer cette histoire-là. On n'a pas besoin de savoir que la précédente s'appelait Vashti, et pourquoi est-ce qu'elle a été répudiée. Enfin, ça nous semble très, très, très superflu, tout ce premier chapitre. Mais en fait, la vérité, c'est pas superflu. Ça sert à ce que dans la littérature française, on appelle camper le personnage. Il fallait camper le personnage. Il fallait qu'on sache de qui il s'agit. Et pour comprendre justement le jeu d'Esther. Et pour qu'on ne soit pas trop étonné de voir Esther jouer avec les nerfs de ce Achashverosh. En fait, on apprend du premier chapitre que Achashverosh n'est pas apparemment un roi, fils de roi. Vaï bimé Achashverosh. C'était à l'époque d'Achashverosh, ainsi commence la Megillah. On ne dit pas que c'était à l'époque du roi Achashverosh, comme on aurait dû le dire. Ou Achashverosh, comme si on avait, je sais pas, gardé les cochons ensemble. Il dit Melech Achashverosh. Non, apparemment, c'était pas un vrai roi, c'est pas un roi, fils de roi. D'ailleurs, ça lui prend 3 ans qu'Eshevet pour s'asseoir sur son trône, qu'Eshevet à Melech Achashverosh pour qu'il soit enfin reconnu comme roi. Et là, vous savez, comme les nouveaux arrivistes, les nouveaux riches, il faut absolument montrer ce qu'on a quand on n'est pas capable de montrer ce qu'on est. Et comme il n'a pas de sang bleu dans les veines, eh bien, il fait quelque chose qu'un roi normal n'aurait jamais dû faire. Il fait 180 jours de festin où il invite tous les grands de l'Empire. Et puis ensuite, une fois que c'est terminé, il refait 180 jours. Ils ne travaillent pas, ces gens-là, je crois, c'est les ministres. 180 jours. Et puis après, il fait encore une semaine avec Migadol, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, des gens de Suse, la capitale. Donc le maire de la ville, tu suppose, était là, puis le cordonnier, Valérie Andoré également. Et ils sont là, et ils rentrent à l'intérieur, et lui, il leur montre, et là je ne joue pas sur les détails parce que tout le monde les connaît, mais il y a une profusion de détails concernant la grandeur, la splendeur, la richesse, le cristal, le verre, etc., qui est proprement hallucinant. Et on a bien l'impression que la Megillah est ironique. Elle essaie de dire, voilà, tu vois, ce qui sert à Joël, c'est un type qui ne sait pas trop comment se faire accepter par le peuple, puisqu'il n'est pas lui-même de sang royal. Et donc, vous savez comment ils font les... Vous avez un pion comme ça à l'école, à l'époque, quand j'étais petit. Un type qui est venu en disant, voilà, moi je m'appelle Maurice, on est copains. Et il a commencé comme ça. Évidemment, au bout d'un moment, on lui a monté dessus, et comme c'était son premier rôle, la première fois qu'il était en éducation, alors il a essayé cette méthode très très proche, puis il a vu que ça ne marchait pas. Alors, c'est ce qu'il a fait, il est passé à l'extrême opposé. Ah, ben, si, un jour, comme ça, sans prévenir, on ne savait pas trop ce qui lui était arrivé. Un jour, il dit, ah, si c'est comme ça, et bien, à partir de maintenant, je ne m'appelle pas Maurice, je m'appelle Cohen. Ouais. Monsieur Cohen, ce sera pour vous. Et d'ailleurs, toi, vous êtes collés dimanche. Il a tout changé. Il a commencé cette. Voilà. Ben oui, parce que, tu sais, les gens qui ont pas de confiance en eux-mêmes, eh ben, ils essayent les deux extrêmes. Alors, lui, Achashverosh, il a essayé la première extrême. Il a fait rentrer les gens, le petit cordonnier, jusque dans son palais à l'intérieur. Il a demandé à tous ses gardes, ses serviteurs, d'être aux petits soins avec tout le monde, de leur servir autant de vin qu'ils veulent dans les verres extraordinaires. Et puis il a vu que ça ne marchait pas. Il a vu qu'on veut toujours l'assassiner, l'histoire de Bigtan et Teresh. Il a vu que Vashti refuse de venir. A-t-on jamais vu ça? D'ailleurs, quand il appelle Vashti Amalka. Amenez donc Vashti Amalka. Et elle répond, Batémaën, elle refuse, Amalka Vashti. Ouais. Parce qu'elle, elle était fille de roi. Et elle dit à Achashverosh, c'est pas comme ça qu'on parle, est-ce que tu crois vraiment que c'est pour ton honneur de demander que ta femme comparaisse devant tout le monde, mais ils vont te mépriser encore davantage. Autant de mon père, un truc comme ça ne serait jamais arrivé. Et voyant tout ça, finalement, et voyant qu'il perd l'autorité au lieu de la gagner, eh ben, il va faire le contraire, et il va décider de mettre Haman comme super ministre, un poste qui n'existait pas avant.
Et lui, on le verra plus. Et la nouvelle loi est, si c'est comme ça, je suis le roi qu'on ne voit pas. C'est tout le contraire de ce qui s'est passé au premier chapitre. C'est pas le roi que tu peux aller voir même dans sa chambre à coucher, pas du tout. C'est un roi que tu ne verras jamais. Et celui qui ose venir sans être convoqué, il va mourir. Et si vous avez des trucs à dire, vous avez qu'à vous prosterner devant Haman et lui demander des trucs. C'est lui, le super ministre, qui réglera les problèmes. C'est donc ce changement de politique qui montre la psychologie du bonhomme, le manque d'assurance qu'il a de passer d'un extrême à l'autre. C'est ça que Esther comprend bien. Et elle a très peur que si elle lui dit, dès le départ, c'est ou moi ou Haman choisit, eh ben, elle a peur qu'il choisisse Haman finalement. Donc il fallait le mettre un peu en confiance quelque part. Alors elle a besoin de créer une sorte de zizanie et de jalousie. Les femmes savent très bien faire ça, donc de mettre la zizanie entre deux hommes. Et c'est justement ce qu'elle va faire au premier festin. Au premier festin, elle va essayer de montrer à Achashverosh qu'il se passe quelque chose entre elle et Haman. Et Achashverosh sortira de là avec des insomnies énormes. Et le malentendu, c'est que Haman, lui, il voit rien. Au contraire, lui, il est très content. Il pense qu'il est arrivé au sommet de sa caractère, etc. Il est invité dans l'intimité du roi et de la reine. Et il ne se rend pas du tout compte qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'Achashverosh commence à avoir des doutes sérieux sur Haman. Il commence à avoir très peur, parano, comme tous les dictateurs. Et il demande qu'on lui lise l'histoire de l'ancien complot. Il s'aperçoit qu'on n'a pas récompensé Mordechai qu'il avait déjoué, ce fameux premier complot. Et alors, il va tester, entendant Haman justement dans la cour, il va tester la fidélité de Haman en lui posant des questions pièges et dans lesquelles il va s'enfoncer complètement. Le Haman va lui dire oui, absolument, si tu veux pouvoir honorer quelqu'un que tu aimes, eh ben, il faut lui mettre une couronne sur la tête, il faut lui mettre des habits du roi, etc. Et là, Achashverosh comprend que Haman veut prendre sa place. Alors que Haman, lui, pas du tout, il était juste très content de continuer sur sa lancée, d'être un bonhomme tellement honoré. Vous voyez, c'est ça le grand malentendu. Et alors, il y a cette fameuse histoire où Haman est en train de tirer Mordechai qui est sur le cheval. Et on a l'impression que cette histoire, c'est une sorte de petit incident amusant, comme ça, récréatif. Ça fait rire les enfants, surtout d'après le Midrash où paraît-il la fille de Haman l'ayant pu passer et le prenant pour Mordechai, balance un seau de poubelle sur la tête de qui? Sur la tête de Haman, voyant qu'il s'agit de Mordechai, et tout le monde rigole, et ça n'a pas a priori de conséquences dans l'intrigue, c'est pas ça qui va sauver les Juifs. Le décret, il est toujours là. Mais la vérité, c'est le signe que Esther attendait. Esther attendait un signe pour voir si vraiment le coup qu'elle avait fait la veille avait marché ou pas, et voyant la disgrâce dans laquelle est tombé Haman dès le lendemain, elle s'aperçoit que c'est allé encore plus vite que ce qu'elle aurait pensé, et c'est la raison pour laquelle au deuxième festin, mais seulement au deuxième festin, elle a suffisamment d'assurance pour lui demander de choisir entre lui et Haman. Il choisira donc Esther parce qu'il avait déjà plus confiance du tout dans Haman. Et en fait, si tu analyses l'histoire de Esther, on s'aperçoit que c'est normal que la fête porte le nom d'Esther finalement, et que le parchemin c'est au nom d'Esther, parce que c'est vraiment grâce à son analyse psychologique des gens qui sont autour d'elle qu'elle a réussi ce qu'elle a réussi, sinon donc, c'est pas là. Esther, la fine psychologue, on va dire. La fine psychologue. Ça tombe bien qu'on célèbre justement Purim quelques jours après la journée de la femme. Très bien, ça tombe bien, c'est vrai, tout à fait. Très bien, merci beaucoup pour ces explications sur... mais juste préciser pour vos téléspectateurs que ce que vous avez derrière moi, c'est pas le bureau habituel de Matalon. C'est juste qu'ils ont transformé ça pour les besoins de la cause en vaisseau spatial, et donc ce qui explique la décoration un petit peu futuriste que vous avez derrière moi. Mais la prochaine fois, ne vous inquiétez pas, hein, on reviendra avec quelque chose de normal. En tout cas, merci beaucoup. Purim Sameach, Rav Kling. Purim Sameach. Merci pour ces explications sur la fête de Purim et sur Esther. Toda Rabba.